Et nous revoilà dans notre salle de conférence digitale dédiée à ces marketplaces 2022. À nouveau, dans cette salle, un intervenant de haut vol. Nous allons recevoir Monsieur Louis Carbonnier, qui est cofondateur et PDG de Okodo. Okodo, une société fondée en 2018 qui vise à développer pour ses clients bien le pan e-commerce au travers de solutions de gestion de crédit commercial, de solutions de paiement B2B. Bonjour Louis, bienvenue. Bonjour Robin, merci beaucoup de m'accueillir. C'est avec grand plaisir, bien sûr. Alors, je vous invite à vous, qui êtes spectateur de cette conférence, eh bien, à poser vos questions directement dans le chat. Je me ferai un plaisir, bien sûr, de les transmettre à notre intervenant Louis. Donc voilà, si on peut avoir un petit peu d'interaction, eh bien, autant en profiter. Le digital nous permet ça, entre autres. En plus, eh bien, des solutions de paiement en ligne. On va aborder ce sujet-là tout de suite avec Louis. C'est à vous. Merci beaucoup Robin. Du coup, j'essaye de cliquer. Ah bah c'est super, on est sur la page de lancement. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Euh, je vous la fais depuis la maison avec une fille covidée. C'est vraiment Oh, de saison en ce moment. oui, on espère qu'elle s'en Et remettra vite. oui, 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 heureusement, voilà, peu de symptômes. Et Super. on va parler aujourd'hui d'expérience utilisateur et comment elle impacte la conversion au checkout et donc nos revenus en tant que marketplace. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Une petite intro et ensuite on va revenir sur les fondamentaux de l'UX. Pourquoi l'UX nous impacte en tant que praticien du e-commerce? Et on passera ensuite sur quelques bonnes pratiques en matière d'expérience utilisateur et d'amélioration du checkout. Et si on a le temps, on conclura avec quelques opportunités, comment leverager l'UX pour conquérir de nouvelles parts de marché. En 2 mots, donc Robin a déjà fait un peu l'intro. Louis Carbonnier, je suis le cofondateur et co-CEO de la société Okodo. On est basé entre l'Angleterre et la France et notre spécialité, notre raison d'être, c'est d'aider les e-commerçants, les places de marché à vendre plus en offrant des meilleurs délais de paiement à leurs clients. Donc ça peut être du paiement à 30 jours, à 60 jours, en plusieurs fois. Tout ça avec une expérience sans couture qui fait passer le commerce B2B au niveau des standards du B2C. Donc en fait, on parle beaucoup de paiement services financiers, mais essentiellement finalement du X et comment améliorer cette expérience d'achat en ligne. Donc aujourd'hui, Okodo, c'est plus de 60 collaborateurs, principalement en France et en Angleterre, et dans nos clients, beaucoup de places de marché, hem, Hectare, Encore Store, Tractor, Rouser, Box. Nous sommes présents en France, en Angleterre, en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Espagne et bientôt Italie. Ces présentations étant faites, j'en arrive au sujet principal. Pourquoi parler du X? Si on dézoome un tout petit peu et qu'on regarde en quoi le paysage de l'e-commerce aujourd'hui en France et dans le monde, globalement, un marché en pleine expansion, drivé en partie par la situation sanitaire ces derniers temps. En 2020, on a passé la barre des 4 000 milliards d'euros de transactions e-commerce. En France, on suit la même tendance, 100 milliards de transactions en ligne en 2019 et en 2021, a priori, on a passé la barre des 120 voire 125 milliards. Ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, c'est cette proportion de l'e-commerce qui est captée par les places de marché. Selon les pays, c'est entre 20, 35, 40%. En France, on a à peu près un tiers de l'e-commerce, donc une quarantaine de milliards, qui sont a priori captés par les places de marché. Donc ça, c'est le champ de bataille sur lequel on se situe et l'ergonomie dans tout ça, me direz-vous. L'ergonomie, c'est, on va dire, l'e-commerce est en pleine explosion, mais ça reste une discipline assez jeune et beaucoup de nos pratiques en matière de design et de parcours d'achat sont en fait des transpositions du monde physique
et ne sont pas encore complètement adaptés au monde de l'e-commerce. Je m'appuie là sur une étude du Baymard Institute. C'est une équipe de consultants en design, en UX qui analyse chaque année des centaines de sites d'e-commerce et en moyenne, en 2021, ils repéraient encore 31 erreurs d'UX par site d'e-commerce qui causent l'abandon de 69 des paniers d'achat. Donc très souvent, les e-commerçants, les places de marché avec lesquelles nous interagissons nous parlent de taux d'abandon de leur panier de l'ordre de 50, 60, 70. Et c'est vraiment cette fraction, cette fuite, ce leakage dans le tunnel d'achat qu'on essaye d'optimiser et pour lesquels l'UX est un des plus gros leviers. Une autre stat que j'ai pas mis sur cette slide, c'est une étude récente du cabinet McKinsey qui disait que les sites qui offrent la meilleure expérience client sont 2 fois plus susceptibles de devenir le fournisseur de référence de leurs clients. Donc on voit à quel point l'UX est central pour créer de la confiance, de l'habitude auprès des clients. Alors quand on parle d'UX, très souvent, on va aussi se dire penser design et en particulier design graphique. Alors oui, il y a de ça dans l'UX, mais ça va plus loin. On rentrera dans les détails, mais c'est aussi le fait de rendre l'ensemble du processus plus simple. Et par exemple, quand on parle UX, si on voit Amazon, qui a u une expérience utilisateur très optimisée, on peut pas dire que ce soit forcément les rois du design ou qu'ils aient le site le plus léché. Mais pour autant, l'UX fonctionne très, très bien. Alors, l les conséquences, si on essaye de quantifier un petit peu l'opportunité que représente une amélioration de l'expérience utilisateur, imaginons que j'ai une place de marché qui fait 10 millions d'euros de transactions, de GMV, et que j'améliore mon taux de conversion de 5. Ces 5, ça représente 500 000 euros. 500 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Quand on pense à ce qu'il nous aurait fallu en publicité, en pay-per-click, en SEO, social media, pour attirer 5 de clients supplémentaires, l'UX, c'est vraiment un des principaux leviers à notre disposition pour améliorer le taux de conversion tout au long du tunnel d'achat. Et chaque étape peut être mesurée en termes de quels ont été mes abandons de panier. Et c'est cette partie d'analytics qu'on va utiliser pour améliorer son UX. Donc, mauvaise UX, c'est comment se tirer une balle dans le pied. Une bonne UX, à contrario, si on regarde le verre à moitié plein, c'est un moyen simple d'améliorer ses taux de conversion. Ça veut dire, Ah, excusez-moi Louis, je me permets bien une sûr, question, Robin. ça veut dire que pour vous aujourd'hui, un professionnel du e-commerce aurait plus d'avantages à investir dans une bonne UX aujourd'hui qu'en levier média par exemple? Alors, il faut actionner bien sûr tous ces leviers hein, dans le cadre d'une bonne stratégie, mais si on priorise et qu'on regarde ce qui est le plus atteignable et le meilleur retour sur investissement, très souvent l'UX va être un levier formidable, mais je dirais en France ou en Allemagne, on n'a pas forcément la même culture de l'UX que chez les anglo-saxons ou chez les scandinaves. Et très souvent, on va avoir un peu la tentation de voir notre site internet comme quelque chose une problématique technique qu'on peut outsourcer soit au département IT, qu'on n'appellera pas Mmh. du coup pas tech ni produit, voire même un prestataire extérieur. Et à partir de là, on perd la main sur notre outil de production et on se, on se prive une opportunité facile d'augmenter les conversions sur notre site internet. Très clair, merci Louis.
Hem, Quelques bonnes pratiques à présent. On va pas pouvoir passer tout en revue, hein, évidemment, et l'expérience utilisateur, c'est vraiment un sujet qui touche à toute la chaîne de valeur de de la marketplace. Chez Okodo, quand on regarde, les marketplaces, on utilise souvent cette grille d'analyse, heu, qu'on appelle la stack, technique des marketplaces, où on commence par, la partie, gestion des fournisseurs et onboarding, sélection des fournisseurs. La partie centrale qui est, le matchmaking, l'organisation de la transaction et le checkout. Et enfin, le dernier pilier, tout ce qui est après-vente, logistique, retour client, litiges commerciaux et cetera. Hem, Là, aujourd'hui, on va se focaliser beaucoup sur le checkout et donc le site, et en particulier la page de paiement. Mais, la problématique du X, évidemment, elle est, elle elle court tout le long de notre chaîne de valeur, et l'onboarding d'un d'un fournisseur, ça fait partie de l'expérience utilisateur qu'on délivre, hem, en tant que place de marché. Alors, le cœur de quand on dit UX finalement, le cœur du réacteur, c'est un design centré sur l'utilisateur, et ça a l'air tout simple, mais finalement c'est une question, presque d'ADN, et de prendre en compte cette expérience utilisateur dans toutes nos décisions. Je vous donne un exemple, évident, enfin, qui pour montrer à quel point c'est simple et compliqué à la fois. Heu, la société Captain Train, je ne sais pas si vous voyez, c'était un peu un équivalent de, l'appli, Oui SNCF, développé, par des Français, et qui avait une expérience utilisateur hallucinante pour acheter un billet de train. Et ils ont été rachetés par, Trainline, un équivalent de la SNCF, mais côté anglais. Et Trainline n'a pas du tout, donc ils ont payé des dizaines de millions pour racheter Captain Train. Ils n'ont pas du tout cette culture de l'UX, et 2 ans après, on peut dire que l'app Captain Train est plus ou moins partie en eau de boudin, alors que Trainline, a priori, avait tout, avait racheté l'entreprise et cetera. Et malgré tout, faute de cette culture du X, n'a pas réussi à préserver la qualité du parcours client. Donc quelque chose qui aurait dû être, simple et acquis, finalement n'a pas su être préservé. Il y a toujours cette tentation de rajouter, le bouton, l'option, le bitonio supplémentaire qui finalement, tue l'expérience utilisateur. Et c'est un peu la même chose qu'on a finalement quand on utilise, heu, Amazon. Malgré tout ce qu'on peut dire, sur Amazon, ça marche bien, à chaque fois ça passe. Quand on est sur, les apps de certaines de nos grandes marques françaises, c'est pas toujours aussi, simple et sans couture de commander quelque chose. Donc, l'UX, en fait, c'est un combat de tous les jours. Il faut organiser l'entreprise autour de son expérience utilisateur. Ne pas forcément voir ça comme, quelque chose qu'on sous-traiterait à un prestat externe, un département IT, mais c'est vraiment organiser l'entreprise autour de son produit, de son site, avec product manager, designer et programmeur qui travaillent tous ensemble pour améliorer les métriques, donc les indicateurs de performance de, cette expérience client. Donc les principales erreurs qu'on va voir aujourd'hui, hem, absence de guest checkout. Heu, Désolé, je ne voyais pas comment le traduire en français. Un checkout trop long, trop complexe, un formatage inadapté, un site web qui rame, un checkout qui n'inspire pas confiance et l'oubli des bonnes méthodes de paiement. Heu, Size matters. Plus grosso modo, plus c'est court, plus c'est bon, un checkout. Et 18 des clients en e-commerce abandonnent un panier
à cause d'un checkout qui paraissait trop long. Bien sûr, souvent, on a des informations minimales à demander, mais je vous donne un exemple. Nous, par exemple, en B2B, on voit très souvent, hem, des sites qui demandent au client de rentrer le nom de son entreprise, son cabis, son adresse. En réalité, quand on rentre le nom de l'entreprise, on peut déjà pré-remplir les autres champs, puisque toutes ces informations sont publiques, existent sur le site d'Infogreffe. Pourquoi demander au client de les remplir manuellement? Pareil, très souvent, les sites ne retiennent pas des informations qu'on a déjà rentrées d'une fois sur l'autre et on n'a pas cette expérience de one click checkout que, les les meilleures pratiques peuvent proposer. Évidemment, de temps en temps, on doit demander toute une série d'informations, notamment, la première fois. Dans ces cas-là, une bonne pratique, au lieu de faire ce qu'on a là en ce moment à l'écran où on montre, au client une vingtaine de champs à remplir, ce qui a un effet, assez, effrayant, pour le pauvre utilisateur, c'est de, découper, en plusieurs étapes, heu, ces ces différents champs à remplir et de montrer une barre de progression ou une espèce de carrousel qui donne l'effet gratifiant de: «Ça y est, 1 sur 2, 2 s pardon, 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, je passe les étapes, je réussis, mes étapes et j'ai une bonne idée de ce qu'il me reste à faire». Donc mais de manière générale, heu, dès qu'on peut enlever des des étapes dans son checkout, on y gagne, le client y gagne. Et encore une fois, si on pense à nos métriques du tunnel d'achat, chaque action supplémentaire qu'on demande à un client, chaque page supplémentaire, ça cause des abandons de panier, des drop-offs qui peuvent être mesurés dans vos outils de type amplitude, full story, etc. Et donc, c'est ça que vous analyserez au fur et à mesure que vous améliorerez votre checkout. Un autre qui... Justement, Louis, Oui, bien sûr, excusez-moi, je Robin. me permets une Oui. question à nouveau à ce sujet sur la slide précédente. Mhm. En termes du X, on a bien compris que vous nous parlez, enfin, vous nous dites que de la même manière que notre site internet en termes de tunnel de vente doit être le plus clair et le plus, le plus court possible, hein, avec le moins de Ouais. clics possible pour arriver jusqu'au panier. On a compris aussi, je crois, et confirmé bien sûr, hein, dites-nous si je me trompe, hein, mais qu'il fallait pas sortir le système de paiement justement de cette idée du tunnel le plus court, hein, et que Oui. c'est là aussi qu'on peut gagner de l'efficacité et de la transformation in fine. Sur la slide que vous nous avez montrée, on avait trois colonnes distinctes, mais qui pouvaient apparaître sur une même page. Euh, Oui. avec donc les informations nécessaires à l'enregistrement du paiement. Est-ce qu'il vaudrait mieux, selon vous, garder toutes ces colonnes sur la même page et être certain Mmh. qu'en sortie de cette page, la transformation soit faite, quitte à se dire, ah, j'aurais pas forcément l'information à quel moment dans le remplissage de mon formulaire la clientèle aura été perdue, ou bien est-ce qu'il vaut mieux faire plusieurs pages dédiées à chacune de ces colonnes? Alors, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas forcément obligé de prendre la décision en chambre, mais ça peut se tester avec un bon vieil, A/B testing où on fait passer par exemple, on pourrait dire: «J'ai 2 versions de mon site, une version avec la grande page et une version avec un carrousel et je vais voir laquelle, me donne laquelle transforme Les le meilleurs mieux». résultats. Hmm. Intuitivement, hem là, la page que j'avais montrée n'était pas top, mais elle n'était pas non plus, dégoûtante. Heu, Elle avait quand même, un aspect un peu c'est l'Everest au pied duquel on se trouve et on a 20 trucs à remplir. Hem, c'est les par exemple, dans, les applis bancaires du type Conto ou Shine font ça on fait ça très, très bien où l'inscription à l'enrôlement du client, au lieu de lui donner le gros la grosse feuille A4 qu'on remplissait tous quand on s'inscrivait, auprès d'un établissement bancaire, ils l'ont découpé en petites étapes et donc finalement, c'était ce gros bloc qu'on avait, avoir 4 petites étapes,
moi je dis 4 à 5, whatever, c'est probablement une bonne idée avec un indicateur de progression. Mmh. Encore une fois, ça se teste et si ça n'a pas bien marché, on rétropédale, mais d'où l'intérêt d'avoir une équipe produit avec un designer qui a quelques KPIs dont heu, le taux de conversion à surveiller et qui va donc pouvoir semaine après semaine, mois après mois, graduellement apporter cette dizaine de petites améliorations qui à la fin font la différence entre un site web correct et un site web qui transforme à fond. D'accord, merci. Et Je vous c'est un laisse peu continuer. ouais, non, c'est un peu le Mmh. paradoxe du coup de l'UX où, là, bon je mets l'accent sur 3 ou 4 petites recettes, mais en réalité, c'est pas, heu, c'est un peu comme comme la salle de sport, hein. Faut y aller tous les jours et c'est graduellement qu'on voit progressivement la transformation. Il y a pas de pilule magique qui transforme un site, maigrelet en site, hyper fit, Mmh. en quelques heures, quoi. Entendu. Je sais pas si l'analogie était très heureuse. Si, si, c'est pas mal. J'aime bien. On a compris, il faut aller à la salle tous les jours, les bonnes résolutions. Et voilà et avoir, un designer, plutôt que de faire un audit, design, 1 fois tous les 2 ans, vaut mieux avoir son designer, même si c'est un externe qui passe un peu de temps, heu, 1 journée par semaine sur son site, plutôt que de vouloir régler le problème, d'un seul coup. Alors du coup, si je passe à la ouais, alors un problème qu'on voit souvent, enfin un problème, une bonne pratique qui est pas difficile à mettre en œuvre, c'est le guest checkout. C'est-à-dire le fait de pouvoir faire un achat sur une place de marché ou un site e-commerce sans avoir été préenregistré. Dans 65 des cas, le guest checkout n'existe pas ou lorsqu'il existe, il est très difficile à trouver sur le site. Donc ça, c'est notamment pour les primo-acheteurs de votre site, une manière de découvrir la marketplace, d'effectuer un premier achat et sans avoir à passer par, un enrôlement, complet. En B2B, c'est particulièrement prégnant. Heu, 90 des sites, qu'on voit en B2B de notre côté demandent, à l'utilisateur de s'inscrire. Là, j'en ai pris un au hasard. C'est celui de Metro, qui est un grand fournisseur des, cafés, hôtels, restaurants, en en Europe, et dans le monde même. Là, il demande à un restaurateur de s'inscrire pour pouvoir effectuer ses achats avec la carte métro. Il demande un cabis. Est-ce que le restaurateur se balade toujours avec son cabis dans sa poche dans sa poche arrière? J'en doute. Donc pardon, il demande un numéro de sirène et ensuite un cabis et quand on y pense, le cabis, c'est le document le plus inutile à demander, qui soit. C'est pas du tout une preuve, d'identité. N'importe qui peut aller sur le site de société.com ou sur le site d'Infogreffe et télécharger le cabis d'une entreprise avant de l'uploader, là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, il se passe 24, 36, 48 heures avant que Métro, qui est en fait une illustration de la pratique moyenne, revienne vers vous et vous confirme qu'ils ont bien pu vous ouvrir un compte utilisateur. Donc là, on voit à quel point on a finalement pris une pratique de marché du monde physique, pour créer amener quelque chose en ligne qui finalement casse complètement la promesse de l'e-commerce qui est une transaction fluide depuis chez soi, instantanée. Donc et là, en plus, on est dans l'incarnation même de l'absence du guest checkout. Je passe à la page suivante pour montrer que, l'UX, l'expérience utilisateur, c'est pas seulement une question de design, c'est aussi lié à la technologie qu'on a dans nos back office. 11 des clients abandonnent un panier parce que le site web est trop lent et souvent on a cette espèce
de règle qui dit: «À chaque fois qu'une page prend 1 seconde supplémentaire pour charger, on perd 5 des clients». Donc ce besoin de fluidité, de gratification instantanée est extrêmement important et quand vous pensez à la performance de votre place de marché, bien sûr, il y a la performance de vos serveurs, il y a aussi celle de vos prestataires. Si vous vous connectez à des prestataires pour le paiement, pour la livraison et cetera, il faut être sûr que ces prestats, soient au même niveau de service que vous. Donc par exemple, chez Okodo, j'ai simplement pris un screenshot, mais c'est quelque chose qu'on met à disposition en ligne, et que notamment tous nos marchands peuvent surveiller. Heu, les statistiques, d'uptime, donc de disponibilité de notre site. Vous voyez, sur les 3 derniers mois, 99,99 de disponibilité et les statistiques de latence, c'est-à-dire le temps que notre, système met à répondre à nos places de marché et là, un temps moyen de 330, millisecondes, avec de temps en temps des petites fluctuations, mais c'est vital que votre prestataire vous fasse toujours des réponses dans la demi-seconde pour que vous puissiez transformer et ne pas perdre en dans vos oui, dans vos taux de conversion à cause de vos prestataires et ça va notamment être vrai quand on se connecte avec, par exemple, des banques dont les systèmes n'étaient pas, traditionnellement configurés pour être, fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je passe à un autre exemple, le paiement qui couronne le checkout, qui est le socle de nos places de marché et qui est si important parce qu'en tant que place de marché, ce qu'on apporte à nos clients, c'est le choix et aussi la confiance, heu, qui du coup rassemble des vendeurs et des acheteurs qui ne se connaissaient pas auparavant pour conclure une transaction. Je m'appuie sur, une étude qui a montré que, il était déjà arrivé à 88 des utilisateurs de devoir interrompre un achat en ligne à cause d'un problème sur la page de paiement. C'était en 2021, donc c'est très récent et c'était soit causé par un manque de confiance, dans 30 de cas, un processus de paiement qui paraissait trop long, trop complexe, 28 des cas, ou quand le client n'avait pas les méthodes de paiement attendues dans 25 des cas. Donc là, je vois qu'on l'heure tourne, donc je vais vous partager 2 bonnes pratiques qu'on a pu observer en matière de paiement. Alors la première, c'est de mettre des solutions de paiement en marque blanche sur votre page de checkout. La deuxième, c'est d'utiliser les bonnes méthodes de paiement et notamment de penser aux méthodes de paiement, différées, en buy now, pay later. Donc en marque blanche, ça veut dire choisissez un prestataire de paiement qui vous permet de rester dans votre environnement, avec votre charte graphique, pour ne pas avoir cette espèce de pop-up ou de redirection chez un prestataire qui cause énormément de drop-off, énormément d'abandon de panier où le client se dit: «Oh là là, je suis plus chez le commerçant, qu'est-ce qui se passe?» Et il arrive sur une autre page, c'est plus les mêmes couleurs, plus heu, les mêmes typos et cetera. Ça, c'est vraiment le tue-l'amour complet du checkout. Et le deuxième point, donc, pensez à mettre les méthodes de paiement adaptées à votre segment de clientèle. Hem, il y a quelques semaines, je parlais à la fondatrice d'une place de marché, dans le secteur de la restauration qui, se rendait compte que ces méthodes de paiement actuelles, où elle prenait essentiellement du paiement par carte, des restaurateurs, n'étaient pas très adaptées à sa clientèle. D'une part, c'est pas toujours le patron du restaurant qui fait la commande de réassort et donc à ce moment-là, quand c'est l'employé qui arrive à la page de checkout, lui n'a pas forcément la carte, de l'entreprise.
D'autre part, faire des achats professionnels sur une carte de crédit, c'est pas forcément top, et cetera, et cetera. Donc et c'est des gens qui traditionnellement avaient l'habitude de recevoir, une facture qu'ils pouvaient régler à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Heu, donc bien comprendre les besoins de son secteur ou, les besoins de son pays, par exemple quand vous étendez à l'international, aux Pays-Bas, en Allemagne, et cetera, ils n'ont pas exactement les mêmes méthodes de paiement que vous, que nous en France, pardon, et donc s'assurer qu'à chaque fois, on leur donne la méthode de paiement à laquelle ils sont habitués, c'est fondamental. Je je termine par un petit zoom sur la manière de choisir sa méthode de paiement différé, heu, aussi appelé Buy Now Pay Later, le BNPL, l'acronyme revient de plus en plus souvent, chez les anglo-saxons et aussi chez les Français. On a répertorié 8 critères principaux. Hem, je vais passer rapidement, sur ces critères. Le premier, Vous c'est avez le encore taux 10 petites minutes devant vous, hein, Louis, hein. c'est vrai? Bon, bah, Oui, 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 tout oui. tout va tout va bien alors. Hem, la première de ces méthodes, taux d'acceptation, de ces critères, le taux d'acceptation. Vous voulez un fournisseur qui vous donne le plus gros taux d'acceptation possible. En gros, c'est quel pourcentage de vos clients vont être éligibles au paiement différé. Récemment, je parlais au fondateur d'une plateforme au Benelux qui me disait que, son fournisseur de BNPL lui donnait un taux d'acceptation de 35. C'est très, très bas, vous voyez tout ce que vous perdez dans ces cas-là en conversion, en potentiel de conversion par rapport à un autre fournisseur qui vous donnerait 80 de taux d'acceptation. La performance technique, c'est le point que je mentionnais avant. Si vous voulez avoir un site fluide qui donne des réponses à vos clients extrêmement rapides avec peu de latence, heu, assurez-vous que votre prestataire, votre PSP, est à la hauteur de vos exigences techniques et éventuellement négocier un SLA, une garantie de niveau de service avec votre prestataire. Facilité d'intégration, combien de temps va-t-il falloir à vos équipes techniques pour mettre en place la nouvelle méthode de paiement sur votre site? Flexibilité de la solution, compatibilité des méthodes de paiement, c'est est-ce que les clients qui choisissent le paiement différé vont devoir régler par carte, par mandat de prélèvement, par transfert? Est-ce qu'ils ont le choix entre ces différentes méthodes? Est-ce que la méthode se configure sur, les différents types de clients que vous avez? Est-ce qu'elle s'applique bien à tous les types de produits que vous avez en stock? Voilà, ça c'est quelques questions clés. Le prix. Alors, le prix qui doit être mis en regard du taux d'acceptation. Hem, si votre prestataire vous donne un excellent prix, mais que le taux d'acceptation est, trop faible, vous n'avez peut-être pas optimisé pour votre marketplace la conversion par rapport au prix que vous payez. Donc c'est très important de placer le curseur au bon endroit par rapport à la stratégie de développement que vous avez. Approche collaborative, le fait de travailler avec un PSP qui va vraiment être main dans la main avec vous pour monitorer les taux de conversion, s'assurer que vous retirez toute la valeur possible de votre option de BNPL, c'est fondamental. Et enfin, dernier point qui est plus un point d'attention qu'un point du X, c'est le côté gestion des risques. Que se passe-t-il si le client ne paye pas, pardon? Que se passe-t-il en cas de fraude? Est-ce que votre place de marché est exposée? Est-ce qu'il y a un risque de réputation pour vous? Heu, comment va avoir lieu le recouvrement sur vos clients? Est-ce que ça va interférer dans votre relation commerciale? Autant de points à garder en tête. Voilà, donc ça, c'était pour conclure sur la partie, UX, expérience utilisateur et notamment le paiement créateur de confiance et qui est le pivot de la place de marché. Je vais conclure avec, terminer avec
2 petites, idées, 2 petites slides sur les opportunités qui sont considérables pour nous, place de marché, aujourd'hui. Alors, une idée sur ce que les Américains appellent, the great unbundling, cette espèce de grand dégroupage où on est en train de passer de, modèles de place de marché un peu, heu, généralistes à des places de marché de plus en plus, spécialisées. Donc là, ce qu'on voit là sur la sur la slide, c'est pour ceux qui, se souviennent du début des années 2000, de Craigslist. C'était cette espèce de grands fourre-tout de places de marché généralistes qu'on avait, qui permettaient de se mettre en relation sur un système de petites annonces où on trouvait tout et n'importe quoi sur internet. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que de plus en plus, on voit un passage du modèle Amazon assez, avec une profondeur de produits, très, très large, à des places de marché verticales, et qui permettent de mettre en place des UX beaucoup plus pointus. En fait, en matière d'UX, on peut pas c'est pas one size fits all. On peut pas faire une bonne UX pour tout le monde. Et c'est, très intéressant de voir des marketplaces, notamment en France, hein, comme, Encore Store ou Mano Mano, qui émergent sur des segments très, très précis. Donc par exemple, Mano Mano sur le bricolage, ils sont en train de tailler des croupières à Amazon en Europe et avec une UX qui est pensée spécialement pour le bricoleur. Donc par exemple, Amazon en en bricolage, c'est 350 catégories produits. Mano Mano, c'est 4000 catégories produits et la conséquence de ça, c'est que le panier moyen, heu, au rayon bricolage d'Amazon, c'est moins de 100 €, alors que chez Mano Mano, c'est 300-400 € et tout le modèle opérationnel de la marketplace, du coup, s'articule sur comment délivrer la meilleure UX sur cette niche qu'on comprend et qu'on connaît très bien. Donc par exemple, ils mettent à disposition des clients des conseillers, qui sont des spécialistes en bricolage, qui répondent aux questions des clients, un peu comme, ce qu'on a dans les boutiques physiques, mais que la marketplace généraliste n'est pas du tout capable d'offrir. Et en en plus de ça, cerise sur le gâteau, le fait de parler à une niche très spécifique, très verticalisée, permet aussi de construire ce sentiment de communauté qui est complètement absent sur, un eBay, un Amazon, un Alibaba. Donc je pense que là, on est dans les années 2020 et suivantes, une espèce d'inflexion de l'e-commerce. On va voir de plus en plus de sites spécialisés, de communautés affinitaires émerger avec, des UX, des look and feel très adaptés à leur spécificité qui vont progressivement rogner sur, le mammouth, généraliste qu'on a essayé de construire jusque maintenant. Donc ça, c'est une première opportunité d'UX et une deuxième, c'est on est à l'aube d'une explosion du commerce B2B en ligne. Hem, Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 10 du commerce B2B qui se fait en ligne, mais plus de 90 des acheteurs professionnels se disent prêts à acheter en ligne, avec des paniers d'achat qui vont jusqu'à 50 000 €. Hem, je pense que ça crée une opportunité massive, notamment pour les gens qui viennent de l'univers du B2C. Le B2B, heu, quelque part encore 10-15 ans de retard sur, le B2C en matière d'UX et donc on voit à quel point c'est facile, disons, c'est faisable pour des, marketplaces qui sont venus du monde du B2C de s'étendre sur, des clientèles professionnelles, donc B2B, avec un énorme avantage d'UX et on voit à quel point finalement l'UX, c'est quelque chose qui est soit on l'a dans son ADN, soit soit on l'a pas, soit on l'a travaillé chaque jour, petit à petit, soit, on n'y est pas et donc par exemple des entreprises, des places de marché qui s'étaient vécues, pensées
comme des places de marché B2B, donc des, back market ou mano mano, deviennent aujourd'hui extrêmement attractives en B2B à partir de leur ADN B2C. Donc je pense qu'il y a une grosse opportunité pour nous tous, en tant que place de marché, à aller se positionner sur des segments, B2B. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation et merci à tous pour votre écoute. Eh bien, merci beaucoup, Louis. Merci pour votre intervention. Vous terminez pile poil dans les temps, hein. C'est absolument parfait. J'aurais quand même une petite question de la part d'Olivier pour terminer, bien sûr. Puis ensuite, peut-être une petite question également sur Okodo, pardon. Olivier qui nous pose une question sous forme de remarque un petit peu ou inversement. Olivier qui nous dit, certes, sortir du site et faire le règlement en dehors du site n'est pas forcément l'idéal. Mais l'autre site correspond bien souvent à l'URL de la banque. N'est-ce pas Ouais. rassurant pour le client de donner ses numéros de CB sur le site de la banque, bnp.com par exemple, plutôt que sur le site du marchand, du type petitsiteinconnu.com? Oui, alors ça, c'est un très, très bon point d'Olivier. Alors je pense déjà le numéro un pour beaucoup de places de marché, souvent, c'est, commencer à internaliser le paiement. C'est important parce que, sinon il y a beaucoup de transactions qui se font, en dehors du contrôle de la place de marché et en termes de monétisation sur le long terme, ne pas avoir le maillon du paiement, c'est une faiblesse. Quand on veut mettre le paiement sur sa place de marché, je dirais avoir, le site d'une grande banque, ça c'est rassurant. Le gros le gros inconvénient, c'est l'intégration avec cette banque, avec cette banque prestataire, qui va pas être facile. Stripe ou MangoPay ont des API qui sont beaucoup plus adaptées et vous donnent le choix, à partir de leur SDK, de vous mettre dans leur de rester dans votre environnement de charte graphique et c'est vraiment quand même la bonne pratique qui émerge, maintenant de, je pense que les gens ont l'habitude d'être dans leur environnement Stripe ou un environnement MangoPay qui est Hmm. pas dans un pop-up bizarre, enfin, Oui. d'une banque qui en plus va souvent pas être quand même très fluide. Entendu. Merci Louis pour cette réponse très claire à la question d'Olivier. Eh bien, on va devoir clôturer cette séance maintenant. Merci beaucoup Louis pour votre intervention. Alors, je rappelle, Louis Carbonnier, donc cofondateur et co-CEO de Okodo, solution de paiement en ligne B2B. Merci beaucoup C'est bien Robin, ça. avec plaisir. Merci à vous Louis. Très bonne continuation et puis surtout bon rétablissement à votre petite famille. Merci encore pour tout. Bien chers amis, Merci. c'est terminé pour cette salle numéro 3 des Marketplace Connect 2022. J'espère que vous avez apprécié les deux sessions auxquelles nous avons eu droit aujourd'hui. Merci pour vos interventions et vos questions directement dans le chat. Alors évidemment, les Marketplace 2022, c'est pas terminé puisqu'on se retrouve pour ceux qui s'y sont inscrits sur les autres interventions en salle 1 et 2. Pour cela, eh bien, je vous souhaite bonne continuation et pour les autres, une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.